Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Et aujourd'hui, on revient sur celui qui nous a quittés il y a quelques jours, Lionel Jospin. Comme d'habitude, quand une personnalité politique de premier plan meurt, elle a le droit à sa pluie d'hommages venus de toutes parts. Bon après, pour Lionel Jospin, c'est sûr que c'est plus facile. Déjà parce que son positionnement politique modéré le rend assez facile à ne pas détester, mais il faut voir aussi que Lionel Jospin, pour beaucoup de monde dans son camp politique, de la gauche modérée jusqu'à la gauche plus radicale, c'est un exemple de comment on fait les choses bien en politique. Ce qui peut paraître quand même assez surprenant dans la mesure où on est sur un gouvernement de centre-gauche qui a reçu son lot de critiques à l'époque et qui s'est terminé sur une déroute électorale. Mais malgré ça, la période Jospin, qui s'étale de 1997 à 2002, a laissé un assez bon souvenir dans la mémoire collective. Notamment parce que c'est celui qui, à gauche, a eu la cote de popularité la plus élevée tout au long de son mandat. Même si ça ne s'est pas très bien terminé pour lui, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, la période pendant laquelle Lionel Jospin était au pouvoir est vue comme le dernier moment où la gauche a fait une politique de gauche et où ça a à peu près marché politiquement. C'est un peu le seul repère récent pour la classe politique et médiatique française, vu que le mandat de François Hollande a été un désastre et qu'au vu du tournant droitier qu'il a pris assez rapidement, nombreux sont les militants et les militantes qui considèrent même que l'essentiel du mandat Hollande, à un mariage pour tous près, ne peut pas être rattaché politiquement à la gauche. Donc dans cette vidéo, on va faire l'ensemble du parcours de Lionel Jospin, ses origines sociales, son évolution idéologique et aussi, bien sûr, sa pratique du pouvoir. Lionel Jospin, c'est le fils de Robert et Mireille Jospin. Le premier était un ancien militant de la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, et accessoirement, après la Première Guerre mondiale, il était aussi anticommuniste et pacifiste. Très pacifiste, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui vaut d'être exclu de la SFIO en 1945 pour ne pas avoir tenté de résister aux Allemands. Il n'est pas considéré comme un collaborateur pur jus non plus, mais il était quand même proche de la Ligue de pensée française, une association affiliée au Rassemblement national populaire de Marcel Déat. Mireille, quant à elle, était une militante féministe qui s'est engagée publiquement pour l'éducation sexuelle, la contraception, mais aussi le droit à mourir et qui a choisi de mettre fin à ses jours en 2002 à l'âge de 92 ans. Lionel Jospin est enfin le frère de l'autrice Noël Châtelet qui... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon et alors, si vous voulez tout savoir, il y a un super article de Libé dans lequel on apprend que quand il était petit et scout, son pseudo c'était Langagile, qu'il aurait aimé être chanteur d'opéra et que dans les années 90, il laissait traîner des chaussettes chez lui. J'adore apprendre des trucs qui servent à rien pour préparer cette émission. Vous saviez que le plat préféré de François Bayrou, c'était les penne à l'arrabbiata? Et ben maintenant, vous le savez. Et il a perdu à Pau aussi. Ça c'est cool. Les premiers engagements militants de Lionel Jospin se sont évidemment faits à gauche, mais pas dans les partis dominants à l'époque que sont la SFIO et surtout le Parti communiste. Il rejette en effet le colonialisme des socialistes sous la 4ème République, mais il rejette aussi le stalinisme alors en vogue du côté communiste. Et du coup, il se rapproche du Parti socialiste unifié, parti de gauche, voire extrême gauche, autogestionnaire et assez influent, même si faible électoralement, dirigé par un Michel Rocard, pas encore converti au néolibéralisme. Et peu de temps après, Lionel Jospin rejoint l'Organisation communiste internationaliste, ou l'OCI, un parti politique trotskiste qui pratique l'entrisme. Pour ceux qui ne savent pas, l'entrisme, c'est le fait de rejoindre un parti politique différent du sien pour le radicaliser de l'intérieur et en changer l'idéologie. Et quand il entre au Parti socialiste en 1971, Jospin, il le fait pour le compte de l'OCI afin de noyauter le PS de l'intérieur. Bon, même si en fin de compte, c'est plus le PS qui a fini par noyauter Jospin, si je puis dire. Jospin, et c'est quand même utile de le noter, n'est pas issu de la bourgeoisie à la base. C'est pas un prolétaire non plus, mais il vient des classes moyennes, politisées et éduquées de son époque. Ça explique à la fois son engagement politique, mais aussi son parcours professionnel. Après avoir été élève de l'ENA, il devient diplomate dans les années 60, puis professeur d'économie, et peu de temps après avoir rejoint le Parti socialiste, il se voit confier des responsabilités nationales qui commencent à l'éloigner peu à peu des trotskistes qui voulaient en faire une taupe au sein du PS. Mais en tant que premier secrétaire du Parti socialiste pendant tout le premier septennat de François Mitterrand, Jospin accompagne la droitisation du parti.
Dans les années 80, le Parti socialiste passe peu à peu d'un parti officiellement socialiste à un parti social-démocrate, qui vise au mieux à réguler le capitalisme. Et Jospin, loin d'aller contre le courant, avalise ce changement, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être ministre de l'Éducation nationale pendant la première partie du second mandat de Mitterrand, qui, malgré quelques mesures progressistes comme le RMI, ancêtre du RSA, prend un tournant de plus en plus économiquement libéral, sous l'impulsion de personnalités comme Michel Rocard ou encore Bernard Tapie. Mais Lionel Jospin sent aussi le vent tourner, et en 1991, lors de la chute de la première ministre Édith Cresson, il quitte le gouvernement et s'éloigne des mitterrandistes, sentant probablement à ce moment-là qu'on s'approche d'une fin de règne. Et la suite des événements vient plutôt lui donner raison. En fait, jusqu'en 1994, le Parti socialiste était le théâtre d'un affrontement entre deux grosses tendances, les mitterrandistes et les rocardiens. Entre 1988 et 1991, Michel Rocard est le Premier ministre de François Mitterrand. Il applique sa vision social-démocrate matinée de libéralisme et il réussit à être assez populaire. Mais François Mitterrand finit par se débarrasser de lui et le remplacer par des premiers ministres plus fidèles. Et ça se passe très mal. Édith Cresson puis Pierre Bérégovoy se cassent méchamment la gueule et le résultat de leur action est la déroute électorale totale du Parti socialiste qui s'effondre lors des élections législatives de 1993. Michel Rocard revient alors pour prendre la tête du Parti socialiste, désormais passé dans l'opposition. L'effondrement des Mitterrandiens lui offre alors une voie royale pour devenir enfin le nouveau leader du PS et le futur président de la République. C'est dans cette optique qu'il prend la tête de la liste du Parti socialiste pour les élections européennes de 1994, mais François Mitterrand, qui bouge encore, le saborde en poussant le très médiatique Bernard Tapie à se présenter contre lui sous l'étiquette du mouvement radical de gauche, dont c'est le dernier succès électoral notable d'ailleurs. Étouffé par Tapie, Rocard fait un score de merde et voit disparaître ses ambitions présidentielles. Le nouvel homme providentiel du PS, ça devient donc Jacques Delors. Il est parfait parce qu'il représente bien le combat principal du PS à ce moment-là, l'Union européenne. Le Parti socialiste a milité pour la signature du traité de Maastricht et l'adoption de la monnaie unique, et Delors est l'un des principaux architectes de cette réalisation, qui est le principal enjeu politique des années 90. Mais bien qu'il soit considéré comme favori pour redresser le Parti socialiste et remporter l'élection présidentielle de 1995, il refuse de se présenter. Aussi, à l'approche de cette échéance cruciale, le parti, affaibli par 2 gamelles électorales successives, se retrouve en plus sans aucun leader. Et c'est alors qu'arrive Lionel Jospin. En manque d'un leader évident comme on l'a vu juste avant, le Parti socialiste décide d'organiser une primaire interne afin de désigner son candidat à l'élection présidentielle. Cette primaire oppose alors 2 principaux candidats, Henri Emmanuelli, le nouveau secrétaire général du PS, et Lionel Jospin, bien que Jack Lang ait un temps songé à se présenter. Et c'est Lionel Jospin qui l'emporte contre Emmanuelli, qui représentait le courant mitterrandien. Jospin, pour autant, n'est pas issu du courant rocardien, et c'est peut-être justement cette posture d'entre-deux qui lui a permis d'emporter l'adhésion des militants socialistes. Ce qui fait de Jospin le premier candidat à une élection présidentielle française à avoir été désigné candidat de son camp à l'issue d'une primaire. Voir l'épisode de C'était pas mieux avant sur pourquoi les primaires ça marche pas vraiment. Jospin se retrouve alors face à une tâche particulièrement compliquée. Comme on l'a dit, le PS est affaibli, les leaders évidents ont refusé d'y aller ou se sont écroulés avant même le départ, et en face, le gouvernement de droite d'Édouard Balladur a réussi à se rendre assez populaire, ce qui rend donc Balladur ultra favori pour gagner. Mais pour contrer Balladur, son rival et principal dirigeant du RPR de droite gaulliste, Jacques Chirac, décide de tout miser sur les thèmes sociaux, en jouant la fracture sociale et un programme politique plus à gauche que son adversaire. Et ce thème de la fracture sociale, qui devient prépondérant dans la campagne de 1995, profite aussi à la gauche, et donc à Jospin. En outre, la division de la droite entre 2 candidats qui tutoient les 20% lui permet d'arriver en tête au premier tour avec 23% des voix. Le programme de Jospin est alors un programme de centre-gauche, social-démocrate, mais pas très volontariste non plus, avec malgré tout la proposition originale de passer aux 35 heures de travail hebdomadaire. Une autre de ses promesses est de mener une réforme constitutionnelle pour instaurer le quinquennat présidentiel.
Durant la campagne, il fait aussi de son mieux pour se différencier de François Mitterrand, dont il réclame le droit d'inventaire, et l'ancien président le lui rend bien en se gardant de le soutenir et en favorisant même secrètement Jacques Chirac. Jospin est finalement battu au second tour en ne récoltant que 47% des voix. C'est la 3e défaite d'affilée pour le PS et c'est aussi la continuité du recul de la gauche depuis 1981, puisqu'elle a perdu pas moins de 5 points par élection au premier tour. Mais cette défaite est beaucoup moins cuisante que celle de 1993 et 1994. Jospin a réussi à fédérer du monde derrière lui et surtout il est désormais le chef incontesté du Parti socialiste, inaugurant la période dite du jospinisme. Malgré tout, le PS subit toujours les conséquences de son effondrement de 93, puisque Chirac continue avec la même mandature dans laquelle le PS est ultra minoritaire. C'est pourtant bien Chirac qui vient offrir au PS la meilleure occasion possible de revenir en force. Élu sur un programme centriste contre le néolibéralisme de Balladur, Chirac, en bon adepte des revirements permanents, décide de le jeter à la poubelle au prétexte que les finances du pays sont dans le rouge. Il décide alors de mettre en place une série de réformes néolibérales particulièrement dures, visant à assainir les finances du pays en amoindrissant la sécurité sociale et les retraites. Ces réformes, très impopulaires, mettent toute une partie du pays dans la rue en 1995, et la gauche remonte subitement dans les sondages. Le plan Juppé, comme on l'appelle, est finalement en grande partie abandonné. Les prochaines élections législatives doivent se tenir en 1998, et si les choses continuent comme ça, les socialistes devraient retrouver une majorité et provoquer une alternance. D'autant plus qu'ils sont en train, à ce moment, de conclure des accords gouvernementaux avec les autres partis de gauche, notamment les Verts, le Mouvement des Citoyens, le Parti radical de gauche et le Parti communiste. Alors Chirac décide de tenter un coup de poker en 1997 en dissolvant l'Assemblée nationale et en provoquant des législatives anticipées. Alors qu'il espérait retrouver une majorité absolue de justesse pour avoir les mains libres jusqu'à la fin de son mandat, c'est finalement la gauche qui l'emporte. Le PS n'est toutefois pas en mesure d'aller chercher une majorité absolue et se retrouve obligé de compter sur des forces d'appoint, les communistes d'un côté et le groupe formé par les Verts, les radicaux et les chevènementistes de l'autre côté. Ce qu'il est d'abord important de noter, c'est que la gauche plurielle n'est pas un accord électoral aussi structuré que l'ont été plus tard la NUPES ou le NFP. Déjà parce qu'il ne reposait pas sur des candidatures uniques au premier tour, mais principalement sur des désistements réciproques au second, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de programme commun. Chaque parti est allé dans les élections avec ses propres propositions, même si du coup c'est le programme du Parti socialiste qui était le plus scruté. En fait, la victoire de la gauche aux élections législatives de 1997 ne se fait pas tant sur le succès idéologique du programme du PS que sur le rejet de la majorité sortante de droite, et donc du néolibéralisme. Le programme de Jospin en 1997 est très proche de celui de sa campagne présidentielle de 1995, avec notamment la reprise des 35 heures et des emplois jeunes. Mais il prend aussi en compte le refus du néolibéralisme exprimé par les grèves de 1995, notamment en s'opposant à la signature du traité d'Amsterdam et au pacte de stabilité, qui est censé permettre la mise en place de l'euro d'ici quelques années, mais veut aussi dire que tous les États membres de l'Union européenne seront astreints à une certaine rigueur budgétaire, ce qui freinerait les politiques sociales en limitant la taille des investissements et favorise une vision néolibérale de la nouvelle Europe. Cette promesse-là n'est pas tenue, puisque le pacte de stabilité est bel et bien signé en 1998. En revanche, d'autres promesses symboliques du programme ont été tenues. La réduction du temps de travail à 35 heures, mesure phare de Jospin, est votée en 1998 pour une mise en place en 2000. Les emplois jeunes sont instaurés dès 1997 avec la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois financés directement par l'État pour aider à l'insertion professionnelle. Plusieurs nouvelles allocations sont créées, comme la couverture maladie universelle en 2000, qui améliore encore l'accès aux soins pour les plus précaires, ou encore l'aide médicale d'État, toujours en 2000, qui permet de prendre en charge les soins des étrangers en situation irrégulière, la création d'un congé paternité qui permet de mieux répartir les responsabilités parentales et de moins faire tout reposer sur la mère, mais aussi la création du PACS en 1999, un nouveau type d'union civile pour les couples qui permet enfin aux couples homosexuels d'avoir une reconnaissance légale. Ces réformes, couplées à une situation économique mondiale favorable et à la victoire de la France à la Coupe du Monde de foot, permettent à Jospin de connaître une popularité record, avec 60% de popularité en 1998. À ce moment-là, les étoiles sont alignées pour Jospin comme elles ne l'ont jamais été. Non seulement ces réformes sont plus
plutôt populaire, mais en plus, tous les indicateurs économiques vont dans le bon sens. La croissance est supérieure au reste de l'Union européenne, le chômage diminue, la dette diminue aussi, et en plus, ces réformes, en plus d'être plutôt populaires, elles ont un effet concret, elles sont efficaces. Sauf qu'en 2001, deux événements, alors qui sont en soi pas liés à Jospin, il y est pour rien, viennent retourner brutalement cette conjoncture. Le premier, c'est ça. Ce pompier y prête à peine attention, et pourtant... Et le second, c'est ça. Ceux qui ont perdu leur chemise sont ceux qui avaient tout investi dans des sociétés informatiques dont la cote de toute évidence était surévaluée. Ce changement inattendu de conjoncture économique met Jospin en difficulté parce que du coup, l'un des piliers du financement de ces mesures devient beaucoup plus instable. Et puis, il ne faut pas croire que toutes les mesures du gouvernement de la gauche plurielle ont été gentilles et sociales. Par exemple, lui qui s'était opposé au néolibéralisme pour se faire élire a pourtant privatisé une quantité considérable d'entreprises que François Mitterrand avait nationalisées avant lui, comme France Télécom, Air France, RMC, le Crédit Lyonnais, la GAN ou encore le CIC. Parce que vous comprenez, le monde bouge. CIC. Bref, et puis il y a le fait qu'il n'ait pas fait grand-chose contre la désindustrialisation et la fermeture des usines. Et il y a aussi les réformes de Claude Allègre, très impopulaire ministre de l'Éducation nationale, qui lui a pas mal aliéné les profs. Et puis l'élection présidentielle s'approche, et vous savez vers où on arrive. L'élection présidentielle de 2002 est là, et Jospin se retrouve séparé de ses camarades de la gauche plurielle. Le Parti communiste et les Verts décident de faire bande à part, ça c'est pas nouveau. Mais c'est aussi le cas du Parti radical de gauche, qui présente la candidature de Christiane Taubira, et du Mouvement des citoyens, qui présente celle de Jean-Pierre Chevènement. Accessoirement, la période Jospin a vu émerger une critique de gauche radicale, avec le renforcement d'Arlette Laguiller, candidate de Lutte ouvrière, et l'émergence d'Olivier Besancenot, le candidat de la Ligue communiste révolutionnaire. Une résurgence inattendue de l'extrême gauche en France, dites-vous qu'Arlette Laguiller était créditée de 10 à 11% des intentions de vote dans les sondages de mars 2002. En fait, à ce moment-là, on est dans une forme d'hégémonie politique et culturelle de la gauche. Rien que dans les sondages, on nous annonce une élection où la gauche va faire plus de 50% au premier tour, ce qui n'était quasiment jamais arrivé lors d'une élection présidentielle. Alors oui, Jospin est moins populaire qu'au début, mais il se maintient quand même à 40% d'approbation, ce qui est relativement solide après 5 ans d'exercice du pouvoir. Et non seulement il est quasiment certain d'être au second tour de l'élection présidentielle, mais en plus, il est plutôt bien parti pour battre Chirac au second tour. Pour ces raisons, il ne tente pas grand-chose face à la multiplication des candidatures de gauche. Elles ne sont pas vues comme un problème, et après tout, pourquoi l'en blâmer? Après tout, c'est la 3e élection de suite où c'est PS contre RPR, donc tout le monde se marre sur le fait que cette présidentielle, c'est surtout le duel Chirac-Jospin. Il n'y a aucun monde dans lequel le second tour puisse être autre chose. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Est-ce que c'était juste la faute à Chevènement et Taubira? Évidemment non. On pourrait aussi citer l'usure du pouvoir après 5 ans de gouvernement de gauche, mais il y a aussi les thématiques de la campagne. Jospin s'est en effet laissé entraîner sur des thématiques plus à droite, telles que la sécurité et la baisse de l'impôt sur le revenu, qui était la promesse phare de Jacques Chirac. Les thématiques sécuritaires ont dirigé toute la campagne, sous l'impulsion notamment de Jean-Pierre Chevènement et Chirac. Quand tu retrouves le programme de Jospin de 2002, il n'a pas vraiment fait autre chose. La sécurité est dans les premières pages de son programme. Et ce thème-là a largement favorisé les candidats de droite, et particulièrement Jean-Marie Le Pen, qui avait pourtant été inexistant pendant la législature et dont le parti s'était scindé en deux. Alors oui, Jospin parlait de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul SDF. Bon, certes, comme Sarkozy et Macron, et ça n'aurait sans doute pas marché non plus, mais bon, voilà. Et aussi, il parlait de renforcement de l'Europe fédérale, en poussant pour une Europe sociale. Mais bon, à quelques détails près, on est sur un programme de centre-gauche, dont assez peu de mesures sont restées dans les mémoires, contrairement à 95 et 97. Et ne pas avoir réussi à imposer des thèmes de gauche dans la campagne, ça a énormément joué sur l'érosion lente de Jospin dans les sondages, puis son élimination. Alors bien sûr, la division de la gauche a joué aussi, mais il faut voir que loin de ce que laissaient penser les sondages, la gauche a stagné au premier tour de 2002, ne réunissant que 41% des suffrages exprimés, soit à peine 1% de plus qu'en 1995. Et puis cette division de la gauche que Jospin et ses subalternes ont longtemps fustigée, appelant
appelant en permanence au vote utile par la suite pour éviter l'élimination du moins pire candidat dès le premier tour, elle s'explique probablement par le fait que Jospin ne voulait plus forcément de la gauche plurielle. Bah oui, parce que si Jospin avait gagné, il y avait des élections législatives juste après et il aurait probablement obtenu une majorité absolue, ce qui lui aurait permis de gouverner seul sans avoir à se préoccuper de ses partenaires. Donc partir seul et gagner seul, c'était aussi un moyen pour lui d'avoir les mains libres pour faire ce qu'il voulait. Et là où la gauche plurielle tenait entre 1997 et 2002 malgré les divergences, mais aussi parce que tous les partis se tenaient les uns les autres, ce qui limitait les risques de dérive, si le PS avait gouverné tout seul après 2002, après une élection jouée sur le thème de la sécurité, qui vous dit qu'on n'aurait pas eu un tournant beaucoup plus droitier, justement? Non, parce que c'est exactement ce qui s'est passé ensuite en 2012 avec Hollande, qui était sur un créneau quasi identique à Jospin. Alors déjà, contrairement à ce que pourrait laisser croire ce discours, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. En réalité, Jospin n'avait pas l'intention de se retirer définitivement de la vie politique. En effet, après 2002, il envisageait même très sérieusement de revenir pour se présenter à l'élection présidentielle de 2007. Toutefois, après 2002, le jospinisme s'était un peu fini au Parti socialiste, qui se retrouvait de nouveau en manque de leadership. Et finalement, il renonce à se présenter face à la popularité croissante de Ségolène Royal. Après 2007, on n'entend plus trop parler de lui, et on peut dire que sa retraite politique devient vraiment définitive à ce moment-là, même s'il est tout de même membre du Conseil constitutionnel de 2015 à 2019. Jospin est brièvement réapparu en 2022, puis en 2024, sollicité pour donner son avis sur les accords de la NUPES puis du NFP, avec notamment cette interview lunaire de Benjamin Duhamel. Ces mêmes personnalités de Lionel Jospin soulignent aussi qu'il y a un problème d'antisémitisme, ou du moins d'ambiguïté quant à la lutte contre l'antisémitisme à la France insoumise. D'accord, ça fait 5 fois que vous le répétez avec une insistance tranquille et souriante. Et il est décédé ce lundi à l'âge de 88 ans. Jospin est donc une figure paradoxale, comme la plupart des figures politiques qui sont restées pendant longtemps finalement. À la différence que Jospin, finalement, n'est pas resté si longtemps que ça. La période Jospin à gauche, elle ne dure finalement que 7 ans, les 7 ans du mandat de Jacques Chirac. Et son refus de continuer à diriger le PS après son échec cuisant de 2002 a sonné le glas de ses ambitions. De sa vision, en revanche, non. Parce que le PS a continué après lui à être guidé par une idéologie de centre-gauche, à mi-chemin entre la social-démocratie et le néolibéralisme. Idéologiquement, il a fallu attendre 2017 et surtout 2022 pour que le Parti socialiste renonce pour de bon à cette doctrine pour revenir à une social-démocratie plus affirmée, défendue aujourd'hui par Olivier Faure. Et si le jospinisme a globalement disparu aujourd'hui, de même que ses héritiers, sa pratique du pouvoir, elle, est de nouveau devenue inspirante du fait des circonstances politiques. Aujourd'hui, comme après 1993, le Parti socialiste n'est plus un parti hégémonique. Il peut occasionnellement faire de bons scores aux élections et il est redevenu un parti de premier plan après avoir été largement effacé entre 2017 et 2024, mais il n'a pas d'autre choix que de compter sur des forces d'appoint pour pouvoir exister, celles des écologistes et des communismes, encore plus mal en point que lui. Et c'est cette situation, ainsi que le désastre du mandat Hollande, toujours largement honni même au sein du PS, qui a réactivé la mémoire positive et optimiste de la gauche plurielle. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux chaînes du Média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!